Bonsoir à tout le monde. Donc c'est la dernière présentation, donc j'ai aussi considéré ça. J'ai fait vraiment très illustratif parce que voilà, je vais vous montrer des nouveautés par rapport à la mobilisation. Il n'y a pas de conflit d'intérêt du tout. Et donc on peut, pour l'historique, l'ambulation précoce de patients post-opératoires a commencé déjà dans les siècles XIX. Donc c'est pas quelque chose de nouvel. Les patients sortaient plus vite à l'hôpital, il y avait plus de force, etc. Il n'y avait pas encore beaucoup d'études contrôlées dans ce moment-là, mais c'est quelque chose qui a évolué dans les années 40 et 50 assez rapidement avec beaucoup d'études. Ça, c'était dans les post-opératoires. On est bien d'accord qu'on parle plutôt de la réanimation. Et donc, déjà en 72, il y avait déjà des gens qui faisaient marcher les patients sous ventilation et qui, dans ces cas-là, ils cherchaient des méthodes pour augmenter la ventilation pendant la marche pour ne pas prendre les grosses respires. Donc, il y avait cette espèce de ballon qui gonflait donc, pour maintenir la ventilation du patient. Et par après, en 75, on voyait cette fameuse chariot de la lettre au chest dans lequel on voit le patient qui marche avec une trachéotomie. Donc, ça, c'est pour voir. Déjà, ça vient de loin. Et puis après, il y en a plein de données, plein de ces stratégies qui ont été sorties pour essayer de promouvoir certaines techniques pour mobiliser. Je vais vous passer... ça s'arrête. Certains, donc, comme Dale Needham, il a fait une belle revue par rapport justement aux technologies qui nous permettent de mobiliser tant les patients au lit, donc avec l'électrostimulation et les cycloergomètres, mais aussi les patients qui sortent du lit avec certains types de chariots pour essayer d'améliorer la prise en charge. Donc, en États-Unis, et les respirateurs thérapeutes est différent au kiné, donc il y avait pour les deux professions quelqu'un qui prenait une partie de matériel. Donc après, les collègues de la KEL, ils ont fait une belle revue aussi avec toutes sortes des appareils, tant pour la mobilisation au lit, y compris la mobilisation, voilà, l'entraînement respi, les outils pour mesurer la force, et aussi pour la sortie du lit. Donc il y a pas mal de matériel. Donc il y en a aussi des matériels qui sont assez simples. Donc parfois on gonfle un ballon et voilà, c'est des technologies assez simples. Après, par rapport à la mise au fauteuil, à la verticalisation, pardon, on a des patients avec différents outils qui ont été rapportés, mais même si on continue avec des outils basiques, il y a vraiment aussi moyen de faire mobiliser les patients. Quand on parle au fauteuil, il y en a différents types de cycloergomètres et aussi des autres types de mobilisation aussi actifs comme la presse des membres inférieurs. Donc il y en a pas mal des outils. Il y en a maintenant des vélos qui sont plus sophistiqués et qui on peut suivre le monitoring, donc voir l'activité que le patient peut développer pendant le pédalage. Donc si c'est un actif, il peut afficher la puissance ou la vitesse et on peut même enregistrer avec une carte. C'est ce qui se passe à chaque séance pour suivre voilà. Par rapport au monitoring respiratoire, donc il y a aussi moyen de regarder ce qui se passe à niveau pulmonaire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore très validé, mais qui est prometteur par rapport au changement ventilatoire lors d'une mobilisation ou d'un changement de position. Aussi assez nouveau, c'est l'utilisation de l'électrostimulation fonctionnelle. Donc ça s'agit de le vélo, mais qui est couplé aussi à l'électrostimulation. Donc en montant, on pédale et l'électrostimulation est censée de suivre aussi les rythmes normal de pédalage, donc il stimule les muscles qui sont utilisés. Ça peut être aussi utilisé à niveau des bras et avec des monitorings aussi qui sont de plus en plus performants et qui peuvent aussi faire que les patients puissent être plus motivés avec sa thérapie. Il existe aussi des tables de verticalisation avec un travail des jambes qui peuvent être cycliques, donc on peut faire la marche. C'était aussi lycée avec des patients avec des séjours cérébrales. Et il existe aussi les mêmes modes, mais avec l'électrostimulation fonctionnelle. Ça, c'était pas encore testé à ma connaissance en soins intensifs, mais c'est peut-être un avenir. Donc pour les transferts au fauteuil, donc on sait très bien que transférer aux patients, parfois ça requiert beaucoup de monde. Donc il y a des technologies aussi qui permettent d'améliorer cette prise en charge. Donc déjà, c'est charger les dos des soignantes. Mais aussi, il y a des fauteuils qui sont plus faciles pour ce type de malades, dans lesquels on glisse les patients comme on change à un autre lit
et puis on les assit. Donc il y a moyen aussi d'améliorer cette prise en charge. Il existe aussi certaines chaises qui sont plus expérimentales, donc ça c'est un test de des collègues qui a développé cette chaise, donc il est en test. Mais aussi il existe dans l'industrie, donc il y a justement Ilrom qui propose cette lit qui fait, à part tourner, je veux juste plutôt parler de la mise au fauteuil, il va progresser vers la verticale. Donc il essaye que le patient puisse être couché à être levé de façon plus facile. Donc ce type de lit était utilisé par exemple dans cette étude des amis de Corée du Sud. Ils sont aussi utilisés ça chez les patients sous ECMO, et donc on voit que le patient il est facilement assis dans son lit, et puis il y en a certains qui vont même aller marcher. Il existe aussi ce type de presse dont on peut il est utilisé dans des autres contextes, mais il était utilisé dans cette case report dans lequel il mobilisait un patient avec une ventilation assez prolongée. Il y a des outils aussi qui montrent pour lever le patient, pour aider quand ils sont trop affaiblis. Après, il y a les classiques parallèles, ça on le connaît tous, et de petits relateurs, donc qui peuvent être utilisés aussi, comme on voit dans ce travail, dans des phases beaucoup plus précoces. Donc c'est un petit relateur qui, allez, c'est la technologie pas trop nouvelle. Et comme je vous avais montré, déjà celle-ci, c'était développée à Johns Hopkins. Et donc, on voit les mêmes types de relateurs qui peuvent être utilisés chez des patients sous ECMO. Voilà, ou un patient sous ECMO aussi, voilà, dans ce rapport, il marche avec des LED humaines, donc il faut parfois même pas de l'avoir. Mais c'est vrai que ça améliore beaucoup la prise en charge. Donc, ici, par exemple, les amis de la KOL, ils utilisent ce type de relateur avec un appui des bras, qui ça a l'air d'être beaucoup plus confortable pour les patients. À Toronto, un même type d'appareil est utilisé, et nous aussi, nous savons ça, et on est très contents d'utiliser ce type d'appareil pour marcher, parce que ça décharge beaucoup aussi les patients. Maintenant, on a aussi aménagé une espèce de chariot qui prend vraiment tous les matériels pour faire marcher le patient, parce que ça décharge déjà moins de gens. Donc, on met tout là-dedans, les respirateurs, transport, les monitos, l'oxygène, etc. Et avec ça, le patient, il peut pousser le tout et marcher. Mais voilà, c'est notre chariot, mais parfois on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment beaucoup avancé par rapport à avant? Je me la pose en tout cas. Mais oui, il y en a aussi moyen d'utiliser des autres outils beaucoup plus modernes. Donc, par exemple, ici, grâce aux gens de Toronto, donc ici, on voit que le patient sous ECMO, il fait des treadmills dans l'unité. Donc, ils utilisent le même type de fauteuil, donc le même type de lit qui va vers la position fauteuil, et puis utilisent les treadmills pour aller, voilà, faire marcher ce patient. Donc, même trachéotomisé, cette patient bénéficiait de son thérapie dans la chambre. Il faisait aussi son vélo. Et par exemple, ici, c'est un autre des cas au Chili, dans lesquels on voit les patients sous ECMO qui sortent se promener à l'extérieur. Donc, on voit déjà que les appareils d'ECMO aussi sont beaucoup plus portables, et peut-être ça améliore aussi la prise en charge de ce type de patients. Des patients aussi peuvent marcher dans les couloirs et faire du vélo dans différents types de systèmes. Donc, il y en a pour tous les coups. Par exemple, c'est un casque aussi pour mobiliser les patients sous ECMO. Mais en fait, c'est ce qu'il fait, c'est qu'on prend tous les cathés et on les fixe bien, et comme ça, on est bien sûr de ne rien arracher. Donc, c'est assez pratique. Donc, dans cette rapport pédiatrique, on voit que la petite, elle était prise par les casques. Elle pouvait changer de position. Il était même stimulé avec un iPad. Et puis, ça a amélioré beaucoup plus rapidement. Et donc, une fois que les ECMO étaient sévrés, elle faisait son vélo à l'extérieur. On garde la force grâce à certaines stratégies. Quand les patients sont plus affaiblis, il existe aussi ces espèces des appareils pour maintenir un peu le poids, donc les patients peuvent aller marcher un petit peu plus vite parce qu'ils déchargent déjà en bonne partie de son poids. Donc, par exemple, ici aussi, des amis d'école de Toronto faisaient marcher ce patient très affaibli après une phase très aiguë sur ECMO. Bon, ça peut aussi aider pour les gens qui sont un petit peu plus âgés. Il existe aussi des technologies qui sont peut-être moins utilisées en ce temps-ci, donc pas encore testées à ma connaissance, mais
Les exosquelettes pourraient être peut-être l'avenir aussi pour des patients, surtout dans les unités plus neuro. Ou bien amener les patients vers des contextes plus gymnastiques, donc les patients sont installés. Par exemple, ici, c'était un patient de chez nous qui allait au gym, des patients ambulatoires. Il faisait aussi différents types d'exercices pendant qu'il réglait aussi parfois même ses paramètres de respi. Bon, aussi des technologies qui peuvent être aussi plus faciles pour les patients. Et aussi, on peut aller dehors avec vraiment, si on a des matériels qui peuvent être réduits, il y a moyen aussi d'aller à l'extérieur. Les jeux interactifs aussi, c'est un peu à la mode. Donc il y en a quand même certains types de consoles qui peuvent être adaptés aux patients. Et bien aussi pour la réhabilitation cognitive, il y a pas mal des interfaces qui commencent à sortir pour essayer que le patient déjà, même s'il ne bouge pas encore, ils peuvent déjà faire semblant. Certaines équipes aussi sortent les patients, prendre une petite douche parce que ça fait quand même du bien parfois dans certains contextes. Ou bien dans cette cas d'un patient avec Guillain-Barré, on voit pas bien les titres. C'est un patient qui faisait aussi l'exercice à la piscine. Également une communication qui montrait des patients qui s'allaient à la flotte et que en fait ils étaient psychologiquement plus il y avait un effet psychologique et mental assez important. Certains outils pour améliorer la communication, il y en a certains canules, donc ça qui permet peut-être même que le patient puisse parler maintenant. Ou bien de communication, il y en a aussi des iPads dans lesquels le patient peut écrire. Donc, si le patient y a déjà un, il est familiarisé, c'est plus facile. Ou bien avec des outils plus spécifiques pour se communiquer avec les patients qui peuvent exprimer leurs besoins. Et donc, on sait, si je vous raconte, que la technologie peut aider. Donc, beaucoup pour avoir un feedback avec les patients, avec sa réponse. Monitorer aussi les progrès dans le temps d'une thérapie, d'améliorer les temps qu'une thérapie qui ne peut être réalisée. Donc, on met pédaler un patient pendant une demi-heure, c'est pas la même chose que le mobiliser pendant une demi-heure. Ça peut interagir avec les patients comme une espèce de personal trainer. Il peut aider aussi dans la manœuvre de patient ou quand il faut porter le patient. Il y en a aussi des belles outils, mais ça peut pas remplacer l'évaluation physique, donc et l'expertise d'un thérapeute. Donc ça, il faut le savoir. Il faut toujours être appliqué avec la guide des experts. Donc on ne laisse pas parce qu'il y a la technologie, on arrête de regarder notre patient. Et définitivement, ne peut pas remplacer l'approche humaine. Donc même la famille, l'input que la famille peut donner aux patients. Et donc, comme on voit dans ces documentaires depuis 300 qui étaient filmés dans notre unité, les patients qui sont réveillés, qui sont partis, qui peuvent exprimer, ils peuvent aussi prendre partie de leurs décisions thérapeutiques. Donc, par exemple, ici, c'est un patient dans lequel on allait lui dire qu'il allait être actomobilisé le lendemain. Donc, il posait toutes les questions de fait d'être bien réveillé. Et avec une petite, si technologique, il ne fallait pas un iPad, il pouvait juste écrire ses questions, Et même avec une bête feuille de papier et un stylo. Donc, il y a moyen aussi, sans la technologie, certaines choses peuvent être faites. Et donc, comme message, dans cet article assez philosophique, on sait que la technologie et les relations sont indispensables, mais la technologie ne peut jamais remplacer l'empathie et l'approche de l'être humain, ou bien même des animaux. Je vous remercie de votre attention.